Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir, surtout parce que je suis diplômé aussi de l'Institut des relations internationales comme le vôtre. Et je garde ce souvenir incroyable de la jeunesse, qui ne retombe pas trop longtemps, parce qu'on est toujours jeune. Alors c'est vraiment un plaisir de partager avec vous. Et je voulais vous demander, Madame la directrice, si vous me permettez, d'enlever ma cravate pour être un peu plus adapté à l'auditoire. Plus confortable. Alors, merci à Stéphane pour les mots d'accueil, pour cette introduction. On m'a préparé, mes collègues m'ont préparé une grande exposition, une belle conférence sur la politique étrangère de Cuba. Mais en vous voyant maintenant ici, je me demandais si je devais lire cet document, très bien fait, ou si plutôt c'est mieux de partager avec vous dans un dialogue, un échange qui me semble plus pratique, plus pédagogique, même si je suis diplomate, pas professeur. Mais quand même, je me souviens, mon époque d'étudiant, c'était toujours plus intéressant l'échange que les grandes conférences. Alors, je vais laisser les papiers et je vais faire une exposé très générale avec quelques réflexions pour passer après à répondre à vos questions sur les thèmes qui vous intéressent le plus. On va parler de Cuba, la politique étrangère. Bon. Cuba, un petit pays, un tout petit pays des Caraïbes, 120 000 km², mais avec une histoire très particulière. Depuis 5 siècles, on s'est battu pour notre indépendance, notre souveraineté. 1492, Christophe Colomb découvert Cuba. Depuis lors, on a souffert le colonialisme espagnol très fort, ça a marqué beaucoup notre histoire. Dans beaucoup de pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, vous connaissez, il y a même des populations indigènes qui ont survécu le colonialisme. Pas à Cuba. Vraiment, notre population autochtone a été complètement exterminée par le colonialisme qui était très, très dur. Alors déjà, pendant les 18e, 19e siècles, on a commencé la lutte pour l'indépendance de Cuba du colonialisme espagnol. Ça a coûté la vie, surtout. Ça a coûté. Non, ça marche. Ça marche? Oui, bon. Ça a coûté la vie pendant la fin du 19e siècle à des centaines de milliers de Cubains qui se sont battus pour devenir, pour la première fois, un pays indépendant, pour avoir vraiment la souveraineté qu'ils cherchaient dans la guerre contre l'Espagne qui avait colonisé Cuba. À la fin du 19e siècle, 1898, déjà quand l'armée rebelle cubaine était presque au point d'avoir l'indépendance, parce qu'ils avaient vaincu l'armée espagnole, alors il s'est produit l'intervention militaire américaine. On a signé à l'époque, 1898, les accords de Paris, parmi lesquels les États-Unis rendaient à l'Espagne des territoires dans d'autres régions du monde et l'Espagne laissait les Américains le contrôle de Cuba. Depuis le début du 19e siècle, 1823, les Américains ont créé la doctrine Monroe, qui clairement établissait l'Amérique pour les Américains. Parce que c'était dans la pensée de l'élite politique américaine depuis l'époque d'avoir vraiment le contrôle de la situation dans les continents des Amériques. Alors, Cuba était pour eux une perle dans les Antilles. Ils voulaient toujours avoir le contrôle de Cuba et c'était vraiment quelque chose qu'ils envisageaient toujours à un moment donné de faire sortir l'Espagne du contrôle de cette île au centre des Amériques, la clé de la mer des Caraïbes, qui a une position vraiment stratégique. Avec l'intervention américaine en 1898, Cuba est tombé sous le contrôle des États-Unis. Et vraiment, les années après, les décennies après, on a vu vraiment devenir Cuba une néocolonie totale des États-Unis. Bon, vous avez vu peut-être les films de l'époque, les films Les Parents, dans lesquels on montre comment la mafia américaine contrôlait les casinos, les hôtels, et toute l'économie cubaine était vraiment sous contrôle américain. Alors, dans les années 50, déjà il y a eu, avant, même dans les années 30, 1930, il y a eu une première révolution qui avait l'objectif d'avoir finalement l'indépendance du contrôle américain. Et après, finalement, pendant les années 50, à la fin des années 50, on a eu ce nouveau mouvement révolutionnaire qui a
amené finalement au triomphe de la Révolution le 1er janvier 1959. Pour la première fois dans l'histoire de Cuba, on est devenu un pays souverain et indépendant. Et ça a marqué vraiment les points de changement de notre politique étrangère. Avant, un pays dépendant, pour des raisons historiques, pendant la colonie de l'Espagne, après les États-Unis, 1959, pour la première fois, Cuba devient un pays souverain indépendant et pour la première fois commence à développer une politique étrangère à partir des intérêts nationaux. La priorité, à partir de ce moment-là, c'est facile d'imaginer, c'était de conserver cette souveraineté et indépendance qui avait coûté tant d'années, tant de luttes et tant de vies. Une des premières visites que Fidel Castro avait fait à l'étranger, en 1959, c'était où? Quelqu'un peut le dire? À Washington. Il est allé rencontrer le président américain, qui a refusé de le recevoir, mais il a quand même été reçu par son vice-président, Richard Nixon à l'époque. Le message que Fidel Castro a amené dans sa visite, c'était la volonté et l'intérêt de Cuba de maintenir une relation de voisinage normale, de respect avec les États-Unis. En sachant que nous, les nouveaux États cubains, voulaient être maîtres de ces affaires, avoir le contrôle des ressources naturelles, de l'économie pour développer les pays. Mais en maintenant une relation normale avec les États-Unis. On connaît bien l'histoire après. Les Américains, une fois que les processus de nationalisation ont été faits dès le début de l'année 1959, qui a touché directement les intérêts économiques américains à Cuba, alors ils ont commencé à appliquer une politique de guerre économique, de guerre politique, d'isolement diplomatique contre Cuba, même à partir de l'année 1959. Le blocus économique, commercial et financier contre Cuba a commencé en 1961. Ça fait beaucoup d'années. Et depuis lors, Cuba souffre de cette politique de guerre économique totale. On va en revenir après. À partir de ce moment-là, nous avons cherché de nouveaux partenaires parce que la réalité, c'était que la politique américaine a suivi l'objectif d'isoler complètement Cuba. Cuba a été expulsé en 1961 de l'Organisation des États américains. Beaucoup de pays, tous les pays de l'Amérique latine, à l'exception du Mexique, ont rompu des relations diplomatiques avec Cuba. Tous les pays du continent se sont liés aux Américains concernant l'application de la politique d'isolement contre Cuba, à l'exception, comme j'ai dit, du Mexique et du Canada. Mais les restes des pays des Amériques ont travaillé pour l'isolement de Cuba. Alors, il a fallu à ce moment-là chercher d'autres partenaires. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé une relation plus étroite et directe avec l'Union soviétique à l'époque et les pays socialistes de l'Europe de l'Est. Vous connaissez l'histoire après. Bon, l'intérêt et la volonté essentielle, c'était de maintenir la souveraineté de Cuba, notre indépendance, et en même temps de développer les pays. On a pris le contrôle de nos ressources naturelles, on a pris le contrôle de notre économie, on a développé tout un processus de nationalisation, en tenant compte des principes du droit international, des principes de la loi cubaine qui existait même avant le triomphe de la Révolution. On a négocié des processus de compensation avec tous les acteurs commerciaux présents à Cuba, y compris français, italiens, européens, canadiens, avec tous, à l'exception des États-Unis. Les compagnies américaines, parce que c'était l'objectif du gouvernement américain, n'ont jamais accepté de négocier avec Cuba des compensations à cause du processus de nationalisation ou des nationalisations qui ont été faites au début des années 60. Mais avec le reste des pays, tout ça a été fait. On a vécu vraiment une période très difficile pendant les années 60, même début des années 70, et après, on a commencé à sortir de cet isolement. Notre politique étrangère, dès le début, elle était centrée sur le respect au droit international, la défense de la paix, la défense du multilatéralisme, la défense à l'autodétermination du peuple, à l'intégrité territoriale, et au respect de chacun, de chaque État, à déterminer son modèle social, politique et économique, sans ingérence extérieure. Ces principes ont été toujours à la base de notre politique étrangère. Ce sont les principes qui continuent à conduire notre politique étrangère. Alors après,
déjà pendant les années 70 et surtout les années 80, notre relation avec le monde s'est beaucoup développée. Il y a eu, comme vous connaissez bien, le processus de décolonisation des pays de l'Afrique, de l'Asie. Nous avons toujours, dans les centres du mouvement des pays non alignés, on a été toujours un acteur important depuis 1959 du mouvement des pays non alignés. Fidel Castro a joué un rôle essentiel dans ce mouvement-là. On a été toujours très favorable au processus d'indépendance des anciennes colonies, en Afrique, en Asie et ailleurs. Et on a été toujours aussi très favorable, on a toujours été en faveur des luttes des peuples latino-américains contre les dictatures qui ont existé dans notre continent pendant les années 60 et les années 70. Alors c'était notre objectif essentiel pendant toutes ces périodes-là, c'était d'élargir de plus en plus nos relations diplomatiques, nos relations avec le reste du monde. Et ça a été vraiment le grand succès de notre politique étrangère. Malgré la permanente hostilité des États-Unis, malgré cette politique permanente d'isolement de Cuba, nous avons réussi dans les années à nous ouvrir et à développer nos relations avec le monde. Aujourd'hui, nous avons des relations avec 190 États membres des Nations Unies. Et 7 autres acteurs internationaux, l'Union européenne, les Saint-Sièges, l'Ordre des Malte, l'État palestinien, la République arabe sahraoui démocratique, entre autres. Nous sommes un acteur dynamique des relations internationales. Nous sommes un pays fondateur des Nations Unies depuis 1945 et on continue à être un acteur actif dans tous les organes des Nations Unies. Malgré le fait d'être un petit pays, nous avons un grand réseau diplomatique. Ça nous a amené aussi à faire un grand effort du point de vue économique et financier, mais aujourd'hui, nous avons 122 ambassades partout dans le monde. Pour un petit pays comme Cuba, ça signifie vraiment un grand réseau diplomatique. Aujourd'hui, nous avons à Cuba 121 ambassades des pays étrangers accréditées à La Havane. Il y a une large représentation de tous les continents. Évidemment, tous les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes ont des ambassades à Cuba. Nous avons des ambassades de la même façon dans les 32 États de l'Amérique latine et des Caraïbes, au Canada évidemment. Et depuis l'administration Obama, on a aussi notre ambassade à Washington, plus récemment. Dans notre politique étrangère, une des grandes priorités, c'est évidemment notre région, notre voisinage. On a toujours cherché une relation étroite avec les pays de la région. Et malgré l'isolement du début des années 60, comme je vous l'ai dit, on a rétabli cette relation, on a ouvert nos ambassades, on a établi des relations diplomatiques et aujourd'hui, malgré les différences politiques et idéologiques évidemment qui existent avec certains États latino-américains, on maintient une relation assez normale avec tous les pays, avec quelques exceptions actuellement, on pourrait en parler après. Mais nous gardons les 32 ambassades partout, même dans les petits États caribéens de notre région. Et pour nous, c'est une priorité de continuer à renforcer les liens avec la région. Nous défendons toujours l'intégration de l'Amérique latine et des Caraïbes. Nous sommes favorables à la consolidation de la communauté des États latino-américains et caribéens, la CELAC, parce que c'est le seul cadre régional dans lequel tous les pays du sous-continent latino-américain et caribéen sont représentés. Et nous sommes très très favorables et nous réitérons toujours le principe de la nécessité d'être unis au niveau régional pour être plus forts au niveau international. C'est pour cela que nous défendons dans notre région l'intégration de l'Amérique latine et les Caraïbes. Et notre principe, c'est l'unité dans la diversité. C'est clair, on n'est pas tous pareils, on a des différences culturelles, historiques, des langues même. Mais c'est important, malgré les différences qui peuvent exister, d'être capable de nous rassembler pour travailler ensemble sur les éléments d'intérêt commun. Et c'est pour cela que Cuba, avec d'autres partenaires de la région, nous continuons à travailler fortement pour l'intégration, la vraie intégration de l'Amérique latine et les Caraïbes, surtout au niveau de la CELAC. Mais aussi, nous participons dans d'autres scénarios régionaux, l'Association d'États des Caraïbes. On travaille étroitement avec les pays du CARICOM, au niveau des Caraïbes, et aussi avec d'autres
cadre d'intégration régionale. Au Canada, avec le Canada, on a toujours maintenu une relation étroite. Comme je vous l'ai dit, le Canada, c'était le seul pays de l'Amérique du Nord, bon, évidemment, les États-Unis avaient une autre position, qui ont maintenu une relation normale avec Cuba. Ils n'ont jamais interrompu les relations avec Cuba malgré la pression qu'ils ont reçue de Washington. Le Canada a toujours été un partenaire important de Cuba. Aujourd'hui, c'est le principal investisseur étranger à Cuba, un partenaire commercial important. On a ici un ancien ambassadeur du Canada qui nous accompagne aussi, qui connaît très bien l'histoire des relations entre Cuba et son pays. Et les premiers marchés pour le tourisme à Cuba, c'est le Canada. Imaginez-vous, quand il fait moins 30 au Canada, alors c'est mieux de descendre aux Caraïbes. Hein. On reçoit plus d'1 million de Canadiens chaque année à Cuba. Et surtout, on a toujours maintenu, c'est le cas aujourd'hui, un dialogue, une relation politique et diplomatique basée sur le respect. Et ce dialogue nous permet de discuter sur tous les points d'intérêt commun, parce qu'on est tous dans les mêmes continents, les Amériques, mais aussi les points dans lesquels on peut avoir des différences. J'ai eu l'occasion de participer à la préparation, à recevoir à La Havane, en novembre 2016, le Premier ministre Justin Trudeau. Il a suivi les pas de son père, qui avait visité La Havane dans les années 70, l'année 76 exactement. Et cette visite a confirmé la volonté des deux parties, le Canada et Cuba, de continuer à renforcer les relations bilatérales. Pour vous dire que dans les Amériques, à l'exception des États-Unis, on a vraiment la volonté et l'intérêt général de maintenir une relation respectueuse, de continuer à avancer au niveau des échanges entre Cuba et les pays de notre région, sans exception. Vous connaissez, vous avez peut-être entendu parler, nous avons modestement joué un rôle important dans le processus de paix en Colombie. À la demande des deux parties, les FARC et le gouvernement colombien, nous avons accepté d'être les pays sièges garants du processus de paix entre la Colombie, le gouvernement colombien et les FARC. Ce processus aboutit finalement à la signature d'un accord de paix à La Havane. Et aujourd'hui, nous essayons de sauver cet accord de paix qui a quelques défis en tenant compte de la situation politique actuelle en Colombie. Mais en tout cas, nous restons toujours favorables à la médiation. Et chaque fois que nous pouvons jouer un rôle de médiation, on serait prêt à le faire comme on l'a fait déjà dans le cas de la Colombie. Je vais laisser pour la fin les États-Unis, parce que c'est une autre histoire, et je vais continuer avec le reste du monde, l'Europe, ou même avant l'Europe, l'Afrique. Avec l'Afrique, on a aussi des relations très étroites. Bon, notre nation est liée aussi à l'histoire africaine. Vous savez, la nation cubaine est le fruit de ce mélange des races d'origine. On a l'héritage européen, espagnol, un peu français aussi, parce qu'il y a eu des Français qui sont émigrés à Cuba à l'époque de la révolution haïtienne, la révolution en Haïti, qui se sont implantés à l'est de Cuba. Mais on a ces racines européennes. Et on a d'autre côté les racines africaines. Beaucoup des esclaves ont été amenés de l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, vers Cuba pour travailler dans les plantations de canne à sucre pendant la période coloniale espagnole. Et ça a créé la nation cubaine, qui est une jeune nation. Une nation qui était vraiment formée au XVIIe, XVIIIe siècle. Une jeune nation qui a ses racines culturelles, historiques, entre l'Europe, un peu ce qui a resté des populations indigènes cubaines et africaines. C'est pour cela que nous avons toujours, depuis 1959, donné une priorité importante à notre relation avec l'Afrique. On a beaucoup investi, on a ouvert des ambassades et on a aussi développé notre politique étrangère sur d'autres principes que je n'avais pas mentionnés. C'était l'internationalisme, c'est l'internationalisme, la solidarité et la coopération internationale. Malgré le fait d'être un petit pays, nous avons fait beaucoup d'efforts en coopération internationale. Plus d'1 million de Cubains ont travaillé pendant 50 ans dans 160 pays du monde en tant que coopérants, dans les domaines de la santé, de l'éducation, du sport, dans les domaines de l'assistance scientifique, technique, etc.
Aujourd'hui, 40 000 Cubains travaillent en tant que coopérants dans plus de 60 pays du monde. En Amérique latine, au Caraïbes, en Afrique, en Asie, au Pacifique même. Et on a toujours donné une grande priorité à la coopération. On a formé à Cuba des milliers de diplômés universitaires, des jeunes africains qui sont venus étudier à Cuba avec des bourses données par notre gouvernement, mais aussi des jeunes latino-américains, des jeunes qui n'avaient pas les moyens de payer des études dans des universités, qui sont venus se former à Cuba. Et on continue à le faire. Aujourd'hui, plus de 3500 jeunes étudiants étrangers étudient dans nos universités à partir des accords de coopération qui existent entre notre État et d'États d'autres pays du tiers-monde. Alors la coopération a toujours resté un élément essentiel de notre politique étrangère. Et le principe, c'est, même si Cuba, tout le monde le sait, n'est pas un pays riche, au contraire, mais notre principe, c'est de partager les paix que nous avons. Et notre grande richesse, parce que vous connaissez, Cuba n'est pas un grand pays, n'est pas un pays de grandes ressources naturelles. Il y a de belles plages, de très beaux endroits, mais pas de grandes ressources naturelles. Notre grande richesse, c'est l'homme, c'est la femme, c'est les gens qui sont formés. Parce que c'est sur cela qu'on a beaucoup investi pendant plus de 50 ans, dans la formation de l'être humain. Et on a vraiment la capacité d'avoir une société bien formée, bien éduquée, qui est même en capacité de prêter la coopération à d'autres qui ont des situations plus difficiles que la nôtre, qui ont besoin de cette expertise, de cette coopération. Et on continue à le faire, malgré la complexité du contexte économique. Pour nous, la coopération internationale restera toujours un élément essentiel de notre politique étrangère. On le fait avec les différentes régions que je viens de mentionner, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie. En Asie, la même chose. On continue, on a toujours développé nos échanges. Aujourd'hui, je pourrais dire qu'il y a sans doute des pays avec lesquels on a une certaine relation plus privilégiée. Les principaux partenaires de Cuba, j'ai mentionné le Canada, mais il y a aussi la Russie, la Chine, le Vietnam, le Venezuela, entre autres. Pour parler de l'Europe, pour nous, c'est une priorité, ça a été toujours aussi une priorité, la relation avec l'Europe. L'Europe, ça fait partie de notre histoire, comme je vous l'ai dit. L'influence de l'Espagne, d'autres pays européens, la France, l'Italie, dans notre société, dans notre culture, dans notre histoire, a été toujours importante. Alors l'Europe a été toujours un partenaire important de Cuba. L'Europe représente aujourd'hui, surtout les pays de l'Union européenne, un quart de nos échanges commerciaux avec le monde. On reçoit chaque année à peu près 1 million de touristes européens qui visitent Cuba. L'Europe, les entreprises européennes sont très présentes à Cuba, représentent un acteur important en ce qui concerne les investissements étrangers à Cuba. Nous avons réussi, pendant une longue période de négociations, on a réussi en 2016 à signer un accord de dialogue politique et de coopération avec l'Union européenne. On avait établi en 1988 les relations diplomatiques avec la Commission européenne à l'époque, les communautés européennes à l'époque. Pour des raisons politiques, l'Union européenne n'était pas en capacité de négocier un accord de Cuba, mais finalement, on a réussi à le faire pendant les années 2000 et en 2016, on a signé cet accord de dialogue politique et de coopération. Aujourd'hui, pour Cuba, l'Union européenne reste un partenaire essentiel. Notre volonté, notre intérêt, c'est de continuer à renforcer les échanges avec l'Union européenne. L'accord signé en décembre 2016 nous a permis de développer un important dialogue politique sur tous les domaines sans exception, y compris les questions comme les droits de l'homme. On discute surtout sans problème. On est ouvert à discuter sur toutes les questions. Et on travaille sur beaucoup de domaines de coopération avec la Commission européenne, avec ses États membres. Dans les années 2000, on a aussi beaucoup avancé en ce qui concerne nos relations bilatérales avec les pays membres de l'Union européenne, bilatéralement, avec les différents États membres de l'Union européenne.
il y a des pays avec lesquels on a toujours entretenu d'importantes échanges, d'importantes relations, l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, entre autres. Et l'intérêt, c'est de continuer à faire avancer les rapports, les échanges avec l'Union européenne. Avec la France, pour mentionner, parce que c'est aussi un partenaire très important pour nous, il faut dire que depuis le général de Gaulle, on a toujours maintenu une bonne relation avec la France. Bon, cette politique extérieure gaulliste qui mettait au centre de l'action extérieure l'intérêt national et l'indépendance nationale a permis à la France, depuis l'époque, de maintenir une relation de respect avec Cuba, malgré la politique d'isolement imposée par Washington. Et pendant les différentes périodes, les différentes époques, les relations entre Cuba et la France ont été des relations respectueuses, constructives et positives. La France est un important partenaire commercial pour Cuba. Nous recevons chaque année à peu près 200 000 touristes français à Cuba. On souhaite recevoir beaucoup plus. Hein. Vous pouvez aussi aider à cela, hein, en nous visitant, on l'espère. Mais surtout, ce qui nous intéresse avec la France, c'est de continuer à renforcer les dialogues politiques et diplomatiques, les échanges politiques, les échanges économiques, commerciaux. On souhaite recevoir plus d'investissements étrangers français à Cuba. Nous donnons une grande importance, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas pu arriver à faire grand-chose, nous donnons une grande importance à notre coopération dans les Caraïbes. Parce que la France et Cuba, nous sommes des voisins dans les Caraïbes. Les départements français des Caraïbes, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, avec eux, nous souhaitons aussi renforcer nos échanges, notre coopération. Récemment, on a reçu quelques demandes des autorités locales en Guyane, en Martinique, par exemple, pour recevoir des médecins cubains. Parce qu'il leur manque du personnel dans quelques spécialités et nous sommes prêts, on a déjà à discuter, on est prêt à envoyer des spécialistes cubains de la santé pour travailler dans ces territoires. Mais on peut aussi coopérer dans d'autres domaines. La lutte contre les défis du changement climatique, la préparation pour faire face aux désastres naturels, les ouragans, par exemple, dans les Caraïbes. Beaucoup de domaines dans lesquels on peut faire mieux et plus avec la France, y compris au niveau des Caraïbes. Comme ça a été mentionné, un moment important de notre relation bilatérale, c'était la visite d'État, la visite officielle à Cuba en mai 2015 du président François Hollande. Et après, l'invitation au président à l'époque, Raúl Castro, pour visiter la France en visite d'État en février 2016. Ça a été un point très significatif, important dans notre relation bilatérale. Aujourd'hui, on continue à travailler dans la même ligne, avec la même volonté partagée entre les gouvernements français et les gouvernements cubains, de continuer à faire avancer la relation entre nos deux pays, dans les domaines qui ont été déjà mentionnés, mais aussi au niveau des échanges culturels, académiques, universitaires, et aussi dans d'autres domaines. Alors, pour la fin, on laisse le moins agréable, hein, notre relation avec les États-Unis. Voilà, Cuba a toujours eu l'intérêt de maintenir une relation normale avec les États-Unis. La seule chose que nous avons demandé, que nous continuons à demander, c'est d'accepter le fait que Cuba est un pays souverain indépendant. Voilà, pas plus que ça. Nous aspirons un jour, nous attendons un jour d'avoir une relation normale, civilisée avec les États-Unis. Parce qu'on est des pays voisins. On est à 150 km l'un de l'autre. Pour Cuba, c'est essentiel de pouvoir un jour avoir des relations normales avec les États-Unis. Et la seule chose que nous demandons, c'est de nous traiter d'égal à égal sur la base du respect, de la réciprocité et de reconnaître notre droit à l'indépendance, à la souveraineté et à choisir notre propre modèle de développement économique, politique et social. C'est tout. On demande pas plus que ça. Dans la relation bilatérale, il y a des grands dossiers à résoudre. Le plus important, c'est la question du blocus économique, commercial et financier
imposées à Cuba, qui a coûté depuis 1959 plus de 163 milliards de dollars, ce qui est beaucoup pour l'économie cubaine. Le blocus économique américain contre Cuba constitue le principal obstacle au développement de Cuba. Et ce n'est pas seulement une question des relations entre les États-Unis et Cuba, mais c'est surtout l'impact extraterritorial de cette politique. C'est difficile d'imaginer. Mais tous les jours, il y a une mesure qui touche l'économie cubaine à partir de l'application du blocus. Cuba, par exemple, vous connaissez, on est une île. Pour arriver à Cuba, il faut venir en bateau ou en avion. Hein. Alors nous, on ne peut pas acheter des avions Boeing, parce qu'ils sont produits par les États-Unis. On ne peut pas acheter des avions Airbus, parce qu'ils sont plus de 10% des composants américains. Alors, on est obligé à utiliser des avions russes, parce qu'il n'y a pas d'autre option. On ne peut pas acheter des médicaments, des matières premières, des aliments dans les marchés américains, parce que c'est interdit par la loi du blocus américain. Et les Américains, en même temps, essayent d'empêcher une meilleure relation de Cuba avec le reste du monde. Vous connaissez les sanctions, par exemple, des banques françaises, qui ont travaillé avec certains pays sous sanctions américaines, y compris Cuba. La banque BNP Paribas, il y a quelques années, a dû payer 10 milliards de dollars aux autorités américaines pour travailler avec certains pays, y compris Cuba. Société Générale a dû payer, il y a 3 ans, une amende de 3,4 milliards d'euros par la même raison. Alors, vous n'imaginez pas combien difficile est pour nous de trouver une banque en Europe et en France qui soit disposée à travailler dans des conditions normales avec nous pour soutenir nos opérations commerciales avec des entreprises françaises ou d'autres. Parfois, des compagnies françaises qui exportent du blé à Cuba, ils doivent financer ces opérations par des banques canadiennes, parce qu'ils ont du mal à trouver des banques françaises disposées à le faire à cause de l'impact de cette politique extraterritoriale des lois américaines. Pour vous donner quelques exemples. Alors pour nous, la priorité, c'est un jour d'avoir une relation normale avec les États-Unis qui puisse nous permettre de travailler normalement avec le reste du monde. C'est de cette seule façon qu'on pourra développer tout notre potentiel comme nous le souhaitons. On a eu une période différente, surtout les 2 dernières années de l'administration Obama. On a rétabli les relations diplomatiques. On a rouvert les ambassades à La Havane, à Washington. Obama lui-même a visité Cuba en mars 2016. On attendait les débuts d'une politique différente de la part des États-Unis. Pendant ces périodes-là, on a signé 23 accords bilatéraux. On a établi une coopération dans différents domaines. Mais personne ne pouvait imaginer qu'un certain M. Trump arriverait à la Maison-Blanche. C'est ce qui s'est passé. Et alors, le scénario a changé complètement. Depuis l'arrivée du président Trump à la présidence, tout a changé. Tous les progrès qu'on a eus avec l'administration Obama a fait marche arrière. Aujourd'hui, on est dans le pire moment de nos relations avec les États-Unis parce que l'administration Trump essaye, par tous les moyens, d'étouffer Cuba, d'empêcher notre relation avec le monde, d'empêcher que des compagnies étrangères viennent à Cuba, et il s'applique n'importe quel moyen pour nous créer des difficultés dans nos plans de développement à court, moyen et long terme. Mais malgré ça, on continue à travailler. On continue à nous développer. On est toujours là. C'est le premier grand succès. On est toujours là. Même si on est un petit pays, on est toujours là. Et on sera toujours là. Et on continue à développer notre pays, malgré ces difficultés. Pour le faire, nous sommes ouverts à renforcer de plus en plus nos relations avec tous les partenaires du monde qui sont intéressés à travailler avec Cuba sur les bases que j'ai mentionnées. Le respect, la réciprocité et l'égalité. Merci beaucoup. J'espère que ce n'était pas trop. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, je pense qu'il va y avoir énormément de questions.
Donc on va essayer de se passer le micro. Il y en a une là-bas et il y en a une plus près. Donc je commence par ici. Du coup, bonsoir et merci de votre conférence. J'avais suivi un peu l'histoire de Trump qui était reparti en arrière finalement dans la dynamique des relations avec Cuba, qui avait essayé de défaire quelque part les efforts de l'administration Obama. Et quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'il avait en tout cas dit dans ses discours qu'il était prêt à renégocier potentiellement les accords d'Obama, qu'il n'était pas opposé à des relations plus paisibles entre guillemets avec Cuba, mais qu'il était simplement opposé aux politiques sous l'administration Obama. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir justement de renégociation, ou que tout ça c'est de la fantaisie politique pour tout simplement bloquer définitivement les relations avec Cuba? Merci. La réalité, c'est que, comme j'ai dit, avec Obama, on a fait quelques progrès. C'était seulement le début. Mais la réalité, c'est que Obama n'a pas changé la politique du blocus. Il a maintenu la politique du blocus. On voulait, sous l'administration Obama, que l'administration serait capable de s'engager auprès du Congrès pour mettre fin à la politique du blocus. Vous connaissez le blocus contre Cuba, c'est une loi adoptée par le Congrès. Alors seulement le Congrès peut décider de changer la loi et d'éliminer cette politique de blocus contre Cuba. La réalité, c'est que Trump, il a fait tout le contraire Obama, dans tous les domaines. L'accord de Paris sur le changement climatique, l'accord nucléaire iranien, le multilatéralisme. Je voulais parler de ça dans mon exposé. Pour nous, une priorité, comme pour la France, c'est la défense du multilatéralisme, surtout dans les conditions du monde actuel. Alors, on se demandait au début comment ça va se passer avec Trump. Un homme d'affaires, peut-être il est intéressé à développer les relations commerciales. Il y a eu quelques-uns qui disaient, bon, peut-être, il voulait même investir et construire un Trump Tower à La Havane. Mais la réalité, c'est qu'il a fait des engagements politiques avec la minorité, c'est vraiment une minorité, qui existe à Washington et qui s'oppose à une normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis. C'est la réalité. Il a fait des engagements politiques avec le sénateur Marco Rubio, qui est vraiment celui qui défend la ligne plus dure de la politique américaine dans l'Amérique latine, y compris Cuba, et surtout avec l'exil, la partie de l'exil cubain qui a une position plus dure à l'égard de Cuba. Pour nous, c'est certain qu'il n'y a eu aucune volonté de négocier ce qui soit avec Cuba pour avancer dans ces relations normales. Au contraire, il a fait tout le contraire. Il y a quelques-uns qui se demandent s'il est réélu le 3 novembre prochain, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il voudrait négocier son accord avec Cuba? Difficile à répondre. C'est un personnage tout particulier, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense. Nous avons toujours dit, et c'est la position officielle du gouvernement cubain qui a été réitérée, on est prêt à négocier nos différences avec le gouvernement américain, avec l'administration Trump, sur les bases et principes que j'ai mentionnés. Il y a des grosses questions à résoudre. La fin du blocus économique, commercial et financier contre Cuba, la question de la base militaire américaine à Guantanamo, c'est une partie du territoire cubain qui est occupée illégalement. Ce n'est pas nous qui avons une partie de la Floride, c'est eux qui ont une partie de notre territoire Guantanamo occupé contre notre volonté. Et cette politique d'isolement contre Cuba. Il faut mettre fin à tout ça. Alors, je ne crois pas qu'il existe aujourd'hui, sans doute pas en 2020, année des campagnes électorales aux États-Unis, sans doute il n'y a pas les conditions pour avancer dans la moindre des possibilités pour avancer sur quelques pas de progrès dans la relation entre les États-Unis et Cuba. On verra. D'abord, il faudra voir qu'est-ce qui va se passer aux élections cette année aux États-Unis. Et après, il faudra voir quelle sera la volonté, s'il existe ou pas, d'avoir un minimum d'intérêt pour un dialogue entre égales
avec Cuba. Bonsoir. Merci encore. Merci infiniment de votre présence parmi nous ce soir. Je voulais vous poser une question peut-être un peu plus naïve, mais comment est-ce que le peuple cubain perçoit cet acharnement américain et comment est-ce qu'il se l'explique? Voilà, merci. C'est difficile de parler au nom d'un peuple parce que on est 11 millions et demi, donc il y a beaucoup d'opinions, de critères, etc. Mais en général, mon appréciation personnelle, c'est que, vous savez, c'est ma propre expérience personnelle. Moi, je suis né en 65. C'était la période de la guerre froide. J'ai grandi avec la guerre froide. Mais moi, ma génération a grandi en écoutant la musique américaine, la musique européenne. Bee Gees, Beatles, Eagles. Les Cubains ont toujours aimé le mieux de la culture américaine. On aime bien le cinéma américain, les bons cinémas américains, comme le cinéma européen. Pour nous, le grand avantage, c'était qu'on a été toujours ouvert à la culture du monde, au mieux de la culture du monde. On a toujours reçu beaucoup d'échanges, on a toujours eu une large coopération culturelle avec l'Europe, par exemple, l'Amérique latine, le Canada. On fait des semaines, des festivals de cinéma européens, canadiens, africains, enfin, on a toujours été ouvert à ça. On partage avec les États-Unis certains héritages culturels. Notre sport national, c'est le baseball. Depuis qu'on est petit, on joue au baseball, comme les Américains. C'est une passion nationale, comme le football en Europe. Et il n'y a eu jamais, en général, dans la conscience de la société cubaine, un sentiment de regret ou de refus contre le peuple américain. Au contraire. Vous savez, quand Obama a changé sa politique, a donné quelques pas, il a flexibilisé les voyages des Américains pour venir à Cuba. Le seul pays du monde qu'un citoyen américain ne peut pas visiter librement, c'est Cuba. Parce qu'on est en grand danger pour la sécurité nationale américaine. Les Américains peuvent aujourd'hui aller à Bagdad, à Pyongyang, à Tripoli, mais pas à Cuba. Sauf s'ils ont une autorisation spéciale du gouvernement américain. Obama avait flexibilisé ces autorisations, les processus pour avoir l'autorisation. Et sous Obama, on a eu même en 2016, 2017 surtout, 600 000 Américains qui sont visités notre pays. Avec ces autorisations qui ont été données par les sentences fédérales. Trump, il a mis fin à cela. Il a interdit les bateaux de croisière de toucher les ports cubains. Il a interdit les vols réouverts sous Obama des compagnies américaines à partir des aéroports des États-Unis vers les aéroports cubains à la seule exception de La Havane. Il a interdit tous les vols charters des États-Unis vers Cuba. Mais malgré tout ça, on n'a jamais eu un sentiment de refus contre les peuples américains. Au contraire, on essaie toujours d'organiser des échanges académiques, culturels, sportifs, des équipes américaines de baseball ou de boxe qui viennent à Cuba, les nôtres qui vont là-bas, s'ils ont l'autorisation du département d'État, qui devient de plus en plus difficile à obtenir. Mais notre intérêt, c'est de continuer ces échanges. C'est une question intéressante. Non, notre problème, c'est avec les gouvernements américains qui ont soutenu et maintenu ces politiques, pas avec les peuples américains. Parce que la réalité, c'est que dans la société américaine, il y a beaucoup de monde qui s'oppose à cette politique. Obama a changé sa politique à l'égard de Cuba parce qu'il savait, et les sondages le démontraient, qu'une majorité des Américains étaient en faveur d'une relation normale avec Cuba. Obama avait changé sa politique à l'égard de Cuba parce qu'il savait que la majorité des Cubains aux États-Unis étaient favorables à une relation normale, qui puisse les permettre de venir visiter les pays, même investir, envoyer de l'argent à la famille à Cuba. Pourquoi pas? Et Trump, il fait complètement autre chose. Alors, non, on n'a aucun problème avec les peuples américains
ce que nous souhaitons, c'est pouvoir un jour avoir en face de nous un gouvernement qui puisse représenter les vrais intérêts du peuple américain pour avoir une relation normale entre peuples et entre gouvernements. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup d'être venu nous parler à l'Hillery ce soir. C'est pas tous les soirs qu'on reçoit un ambassadeur en fonction. Vous avez réussi. Vous avez réussi. Et avec du recul, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, à nous, jeunes étudiants en relations internationales, qui rêverions de devenir comme vous diplomate et ambassadeur, quelles sont les facultés à développer, quelles sont les compétences à acquérir pour devenir, pourquoi pas un jour, ambassadeur, nous aussi. Merci. Bon, je vais vous répondre très franchement. Quand j'avais 17 ans, ça fait déjà quelques temps, hein, 16 ans plutôt, je ne savais pas quoi étudier. Ce n'était pas clair pour moi. J'aimais beaucoup les relations internationales, la politique étrangère, mais je ne savais même pas qu'il y avait une faculté à La Havane pour devenir diplomate. Un jour, un ami m'a dit, tu sais, ça existe, l'Institut des relations internationales, est-ce que ça ne t'intéresse pas? Je vais voir. Je me suis présenté aux examens, on a réussi, et j'ai fait 5 années d'études dans notre institut supérieur pour devenir diplômé en relations internationales. C'est vrai que, bon, de certaines manières, dans notre profession, l'aspiration, c'est d'un jour devenir ambassadeur. Mais mon conseil personnel, c'est de ne pas penser à ça. Il ne faut pas penser à ça. Il faut penser à être un bon professionnel et défendre les intérêts de votre pays. Ça, c'est l'essentiel. Bien se préparer, bien se former, étudier en profondeur et surtout être un bon professionnel. Et être toujours transparent et pas du tout ambitieux et naturel. La clé, c'est de bien se préparer pour être un bon professionnel. Et à la fin, ce qui intéresse, c'est moi, comme je l'ai toujours vécu, d'être utile au pays. C'est un grand privilège, il faut le dire. Vous allez, j'espère, un jour être en capacité de le sentir. C'est un grand privilège de représenter son pays n'importe où. Dans une enceinte internationale, dans un forum multilatéral. Et c'est une grande responsabilité en même temps de s'asseoir et parler au nom d'un pays. Et c'est quelque chose sur lequel il faut être fier. Pour cela, à mon avis, l'essentiel, c'est bien se préparer, ne pas perdre du temps, étudier, approfondir, ne pas être superficiel, toujours chercher les racines, les causes des situations, des problèmes. Dans la diplomatie, on ne peut pas réagir, on les voit toujours avec M. Trump, hein. On ne peut pas réagir de manière superficielle. Non, il faut bien penser, il faut bien réfléchir. Il faut chercher les origines des phénomènes, des choses. Pourquoi est-ce que ça se produit? Qu'est-ce qui nous amène à ça? Comment on va réagir? Quelles sont les conséquences des réactions? Alors, ma suggestion, c'est ça. Il faut aimer la profession. C'est le plus important. Il faut se sentir utile et la vie professionnelle vous dira jusqu'où vous pouvez arriver. Moi, je ne pensais pas vraiment arriver à 35 ans à être ambassadeur. On m'a surpris un jour, en étant numéro 2 à Paris, on m'a dit, bon, maintenant, vous devez aller ambassadeur à La Haye. Je n'étais pas du tout. Moi, je ne l'attendais pas. Mais la vie professionnelle nous a amené à ça. Il faut être ouvert à la profession. Il faut aimer la profession. Il faut se sentir utile et défendre sans cesse l'intérêt du pays qu'on représente. Ça, c'est la clé, à mon avis. Bonjour, monsieur. J'avais une question, elle est assez spécifique, mais je sais que le Timor oriental et Cuba entretiennent d'excellentes relations. D'ailleurs, que Cuba a été le 2e pays à reconnaître l'indépendance du Timor. Et je sais qu'ils ont des bonnes relations au niveau de leur système, enfin, au niveau des systèmes de santé assez similaires. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire plus. Merci.
En effet, bon, vous voyez, c'est un exemple. Le Timor, il est très loin de Cuba, dans l'autre partie du monde. Et oui, on a été toujours en faveur de l'indépendance du Timor. Et dès le début, on les a aidés. On a établi une coopération avec eux. Le gouvernement de Timor nous a demandé une présence du personnel des médecins cubains dans leur pays. On a signé un accord de coopération dans le domaine de la santé, aussi dans d'autres domaines. Et il y a toujours des médecins cubains qui travaillent au Timor. Le président a visité Cuba, nos autorités ont visité Timor, et on continue à développer les relations. Pour nous, il n'y a pas de différence entre grands et petits pays. On est tous égaux, on est tous membres des Nations Unies. Chaque pays a les mêmes poids, les mêmes voix dans les enceintes multilatérales. Et c'est pour cela que nous donnons la même priorité à la relation avec tous les pays du monde, y compris les petits États du Pacifique. Et notre volonté, c'est de continuer à renforcer nos relations avec ces États-là, y compris le Timor. Combien de personnes ici parlent espagnol? Bien, mais il faut encore, il faut encore. La prochaine question en espagnol. Alors, ça c'est essentiel pour un diplomate. Vous le savez, les langues, essentielles. C'est essentiel. Alors, il faut apprendre l'espagnol, hein? Il faut apprendre l'espagnol aussi. Oui. Non, je prends deux. Ah si. Ma question va porter En français, pas en espagnol. Ouais. Ma question va porter sur les récentes ingérences qui ont été commises par les États-Unis, notamment en Bolivie avec la destitution d'Evo Morales. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que diplomate et en tant que représentant de Cuba, des récentes manœuvres américaines, notamment en Bolivie, avec la destitution d'Evo Morales, et on le voit encore avec, au Venezuela, avec le soutien américain à Juan Guaido. Quel est le point de vue de Cuba sur la question et comment s'opposer à ces ingérences? Oui, bon. Nous avons une position très claire, basée sur les principes que j'ai mentionnés des politiques étrangères. Il faut respecter l'indépendance, la souveraineté des États. Aucun pays a le droit de faire l'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État. Et on a vu ce qui s'est passé en Bolivie. Et un processus électoral, un candidat qui avait été le premier dans son premier tour et qui finalement était disposé à aller en deuxième tour, et les forces, surtout les militaires et la police, a décidé de changer, de ne pas respecter les règles du jeu démocratique et d'imposer d'autres autorités de facto. Cuba, dès le début, a dénoncé les coups d'État en Bolivie. Nous n'avons pas reconnu, on ne va pas reconnaître les autorités de facto dans ce pays-là. Et ce qu'on souhaite, c'est le rétablissement de la vie démocratique normale en Bolivie. On entretenait des relations excellentes avec le président Evo Morales. On avait 10 000 médecins qui travaillaient en Bolivie, dans les régions les plus éloignées du pays. Les médecins sont rentrés à Cuba parce que les nouvelles autorités ont refusé la permanence des médecins cubains en Bolivie. On a retiré notre personnel. Ils n'étaient pas là parce qu'on les souhaitait, ils étaient là parce qu'ils s'étaient demandés par les autorités boliviennes. Mais c'est vraiment, ça démontre l'hypocrisie de la politique américaine. Ils parlent beaucoup de démocratie, mais quand il y a un coup d'État pareil, ils ne disent pas, ils ne disent rien. La situation au Venezuela, nous demandons la même chose. Il faut laisser les Vénézuéliens résoudre leurs problèmes par la voie du dialogue et de la négociation. Il n'y a pas d'autre solution. Et nous insistons toujours, même avec nos partenaires européens, sur la nécessité de créer des conditions, créer un climat qui puisse amener au dialogue aux différents partis en conflit au Venezuela. Il faut laisser les Vénézuéliens résoudre leurs problèmes. Il y a
un gouvernement élu démocratiquement, il y a un président élu démocratiquement, nous respectons ça. Nous respectons l'indépendance et la souveraineté du Venezuela et nous sommes contre l'ingérence américaine au Venezuela. En même temps, nous sommes favorables à un dialogue pour trouver la paix sociale au Venezuela, parce que les pays en avaient besoin, sans ingérence étrangère. Ça, c'est un principe qui est au centre de notre politique extérieure. Bonsoir, monsieur. Je vais saluer la présence de mon frère, l'ambassadeur du Venezuela, Michel Mujica, qui est là. Ok, je pose ma question. Je vais poser une question sur les négociations. Non, je ne savais pas que tu étais là. Hein. Ah bon. Ouais, Bon. Et je profite pour les saluer, pour réitérer devant vous l'engagement de Cuba avec la révolution bolivarienne au Venezuela, le soutien au peuple vénézuélien, au président Maduro, contre l'offensive de la politique américaine qui essaye de déstabiliser ces pays frères. Bonsoir, monsieur. Justement, le thème de l'ingérence et la position ferme de Cuba contre l'ingérence dans les différents pays du monde. Qu'avez-vous à répondre aux gens qui parlent d'une ingérence cubaine au Venezuela actuellement? La première question, c'est qu'il faut dire quelle est la base de cette question. Sur base de quoi on peut parler d'une ingérence cubaine au Venezuela? On parle, les Américains disent par exemple qu'ils renforcent la politique aujourd'hui contre Cuba parce que Cuba soutient le régime Maduro et le régime Maduro est sous le contrôle des autorités cubaines. Ils parlent de 30 000 militaires cubains au Venezuela, etc., etc. La réalité, la vérité, c'est que nous avons vraiment des milliers de Cubains au Venezuela, des médecins. On a aujourd'hui 27 000 médecins cubains au Venezuela qui travaillent là dont les médecins vénézuéliens ne peuvent pas aller parce qu'ils n'ont pas assez de personnel pour travailler. Et on essaye de donner ce soutien au peuple vénézuélien. On n'a jamais fait la moindre ingérence dans les questions vénézuéliennes. Parce que nous demandons la même chose pour nous. On n'accepte pas à aucun pays de venir nous dire ce que nous devons faire. Nous sommes très respectueux de cela, on est jaloux sur ces questions de souveraineté. C'est à nous de décider ce qui est mieux pour nous. On peut écouter des conseils, évidemment. On dialogue. On peut étudier des expériences. Mais on n'accepte jamais des personnes, que ce soit d'aucune région du monde, de venir nous dire qu'est-ce que nous devons faire à Cuba. Et sur la base du même principe, jamais dans notre histoire de politique étrangère, depuis 1959, on n'a jamais dit à personne, même les pays les plus près de nous, qu'est-ce qu'ils doivent faire. S'ils nous demandent une opinion, on dit notre opinion. Et c'est à eux de décider. Et on est très, très jaloux sur ce principe-là, y compris, surtout, avec nos principaux partenaires. On a un excellent dialogue avec les autorités vénézuéliennes. On n'a jamais intervenu sur une décision de Venezuela. C'est à eux de le faire. C'est à eux de le faire. Donc, monsieur, j'ai une question précise. Est-ce qu'il y a une présence militaire cubaine au Venezuela? C'est faux, complètement faux. Okay. Vous pouvez l'écrire, le dire et le publier. C'est complètement faux. On a une armée de médecins cubains au Venezuela. Ça, c'est la réalité. Oui, bonsoir monsieur. Si tu as une autre opinion, tu le dis. Hein? Je partage l'opinion de l'ambassadeur. Franchement. Oui, ma question à moi porte en fait sur l'explication du changement de position des États-Unis vis-à-vis de Cuba et notamment l'influence du lobby anticastriste à Miami et son rôle dans la prise de décision des États-Unis vis-à-vis de Cuba. Parce que si vous me permettez, il y a une petite différence entre Obama qui n'avait plus de mandat à briguer et qui a entamé le rapprochement cubain sur la fin de ses 2 mandats et Trump qui commence, enfin maintenant qui a entamé et qui va briguer un second mandat. Je vous remercie. C'est vrai, ce que vous dites. Nous,
on a voulu vraiment avancer plus tôt sous l'administration Obama. Ce n'était pas le cas. Ils ont attendu le deuxième mandat parce que la réalité, c'est que dans la politique américaine, un président, depuis qu'il est élu, il commence à penser à sa réélection. C'est comme ça que le système fonctionne. Et dans le cas des États-Unis, proposer un changement de politique à l'égard de Cuba, c'était un pas important en politique intérieure. Même en politique intérieure, en étant un sujet de politique étrangère. Parce que la question Cuba est une question domestique aux États-Unis. C'est une question qui joue au niveau des élections, surtout dans quelques États comme la Floride. Alors, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je vous le réitère, toutes les études qui ont été faites par des sociologues, les sondages sérieux qui ont été faits, démontrent que une majorité des citoyens américains sont favorables à une relation normale entre les États-Unis et Cuba. Si les États-Unis ont été capables d'avoir une relation normale avec le Vietnam, un pays avec lequel ils ont eu une guerre importante, un pays dans lequel 50 000 Américains ont décédé dans ces conflits, s'ils ont été capables d'établir une relation normale avec le Vietnam, un pays socialiste aussi, pourquoi pas avec Cuba? Quel danger représente Cuba pour la sécurité des États-Unis? La réalité, c'est que même aujourd'hui, il y a un lobby important, minoritaire mais important, du point de vue politique et économique, lié à la ligne plus dure représentée dans l'exil cubain aux États-Unis. C'est surtout les représentants de l'ancienne génération, ceux qui ont émigré au début de la Révolution. La loi de la nature va permettre un jour que ces mentalités changent. Parce que les générations qui viennent après, avec quelques exceptions, comme celui de Marco Rubio, malheureusement, mais les générations qui sont nées après n'ont pas ce même esprit. Les Cubains nés aux États-Unis après 1959, ils sont à notre regard, majoritairement, de dire, mais pourquoi pas avoir une relation normale, pourquoi pas pouvoir nous visiter réciproquement. Ils ne partagent pas notre modèle, ils ne partagent pas notre idéologie, ils ne partagent pas nos points de vue politiques, mais ils ne les partagent pas non plus avec d'autres pays, des pays arabes dans lesquels le modèle démocratique n'est pas non plus très clair, les pays pétroliers ou d'autres pays socialistes comme la Chine, le Vietnam, enfin. La réalité, c'est que c'est un secteur toujours minoritaire, mais fort et pressant, avec un impact important à Washington. La grande priorité, c'est que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, que Cuba devienne une priorité pour l'opinion publique américaine, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Petit pays. Bon, la priorité pour l'opinion publique américaine, c'est la situation aux États-Unis. Les questions en dehors des frontières, c'est moins important en général pour une bonne partie de la société américaine. Alors, le grand défi pour nous, c'est de continuer à travailler avec les secteurs de la société américaine pour qu'ils se rendent compte de la nécessité de ce changement de politique, pour avoir une relation normale entre deux pays voisins. Mais ce n'est pas évident, ça demande du temps et du travail. Mais sans doute un jour, je peux vous le dire franchement, un jour, ça va changer. Un jour, nous on l'espère bien, on pourra avoir une relation civilisée avec les États-Unis. Ça doit arriver. La vraie question, c'est quand? Est-ce que ça sera ce siècle ou le prochain? Mais ça va arriver. Ça va arriver. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup pour votre conférence et de venir partager votre expérience et votre savoir. J'aimerais vous poser deux questions. Tout d'abord, comme cela a été rappelé en introduction, Cuba s'est fait un nom dans l'histoire avec une certaine conception du monde. Pas une conception idéaliste, pas une conception spirituelle, mais votre propre conception.
J'aimerais savoir si aujourd'hui, dans cette grande mondialisation, un petit pays comme Cuba peut encore la tenir, et surtout, quelle est la conception du monde aujourd'hui de Cuba? Et une deuxième question peut-être un peu plus extérieure. Il y a un article qui est paru il y a 2 semaines dans un journal français, Le Canard enchaîné, faisant écho à plusieurs anciens diplomates et ambassadeurs français, travaillant désormais dans de grandes firmes étrangères dans le privé, qui donc pose un certain problème éthique. Et j'aimerais savoir quelle est votre position et si c'est quelque chose d'assez fréquent dans le monde diplomatique. Merci. Bon, sur la deuxième question, on respecte les choix des anciens ambassadeurs français. Hein. On ne se mêle pas de ça. Et c'est une question d'éthique à débattre en France. Comment les fonctionnaires publics ou anciens fonctionnaires publics doivent mener sa vie professionnelle après. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire après ma retraite comme ambassadeur. Hein. Je ne sais pas si je vais travailler dans le secteur privé ou pas, ou si je vais me dédier à l'éducation de mes petits-enfants. Enfin, je crois que c'est une question à chaque société de voir comment mener ces affaires-là. La seule question pour moi qui est claire, c'est que pendant qu'on est dans la fonction publique, dans la fonction d'un diplomate du pays, il faut s'attacher à ça. Il faut travailler pour ça, et plus rien que ça. Pour un bon ambassadeur, c'est ça ce que j'espère être un jour. Aujourd'hui, on parle partout de la diplomatie économique. Tous les pays en ont besoin. Alors, tout est lié. Aujourd'hui, la diplomatie, c'est tout ensemble. On ne peut pas être un bon diplomate seulement si on travaille sur les questions politico-diplomatiques. Il faut travailler dans le monde actuel avec priorité les questions économiques, commerciales. Comment promouvoir mieux les capacités du pays pour avoir des échanges avec le monde. C'est une priorité aussi pour la France. Mais la même chose pour les échanges culturels, académiques, universitaires, etc. Tous les domaines sont importants. Alors là, je crois que c'est aux Français de décider comment travailler sur ces questions-là. Et la première question, c'était la vision du monde. Oui, je crois que la vision, le monde a changé. Le monde a beaucoup changé. Comme je vous l'ai dit, nos principes de politique étrangère restent les mêmes. Et nous sommes conscients que dans les défis du monde actuel, ces principes sont toujours de plus en plus valables. La défense du multilatéralisme, le respect aux autres, la non-ingérence, le respect à l'autodétermination, à l'indépendance, à la souveraineté de chacun. Ce sont la défense de la paix. Le fait de résoudre les conflits ou les différences par la voie du dialogue, de la négociation, et pas par la force. Des principes, ce sont des principes de base. Le monde change, il faut s'adapter au changement du monde. Évidemment, surtout pour un petit pays comme Cuba. En gardant les mêmes priorités et principes de politique étrangère. Il n'y a pas de contradiction à cela. Pas de contradiction à cela. Nous pensons qu'il faut travailler pour un monde meilleur. Il faut rétablir les poids du multilatéralisme qui est aujourd'hui en danger. Et nous espérons que l'autre position ne s'impose pas. Là encore, nous partageons les mêmes intérêts de la France. Il faut une plus large coopération internationale pour faire face aux défis du monde actuel dans tous les domaines, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les changements climatiques, tous les défis du monde actuel. La seule façon de les faire, c'est parmi et à travers la coopération internationale. Il n'y a pas. Isolé, en travaillant tout seul, c'est impossible de le faire. Alors nous, en tant que petit pays, on essaye de nous adapter aux défis et au changement de ce monde sur la base de ces principes-là.
Bonsoir monsieur. Quel est l'état des relations diplomatiques et économiques avec l'Angola d'aujourd'hui? Avec l'Angola, depuis l'indépendance, on a d'excellentes relations. Vous connaissez notre participation à la demande du gouvernement angolais à l'époque dans la défense. Là, on a eu des militaires. On a envoyé des militaires en Angola à la demande du gouvernement angolais de l'époque pour faire face à l'invasion de l'armée sud-africaine de l'apartheid pendant les années 70. Après, plus tard, à la fin des années 80, il y a eu des opérations militaires très importantes dans le sud de l'Angola, avec une participation très significative de notre armée, qui a permis de sauvegarder l'indépendance de l'Angola, de créer la condition pour la fin de l'apartheid, d'arriver à l'indépendance de la Namibie. Et aujourd'hui, toujours, nous, on reçoit la reconnaissance de l'Afrique du Sud, de la Namibie, de l'Angola, pour la participation et l'aide de Cuba dans cette période de leur histoire. On maintient une très bonne relation avec l'Angola, une bonne relation politique, diplomatique. On a des échanges économiques et commerciaux aussi. On a une assistance importante technique cubaine en Angola, dont des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines. Et la relation marche bien. C'est une bonne relation. Il y a des visites de haut niveau entre les deux parties. Et notre intérêt, c'est de continuer à renforcer les relations avec ces pays-là aussi. Bonsoir. Alors moi, j'ai une question simple. Quelle place pour Cuba dans la résolution du conflit palestinien et du conflit syrien? Nous, on est un petit pays. On ne peut pas faire de grandes contributions. Nous, notre contribution, c'est dès le début, de soutenir la cause palestinienne. Dès le début, nous défendons les droits des Palestiniens à avoir leur propre État avec Jérusalem-Est comme capitale. Et nous partageons les principes des deux États qui puissent vivre normalement. L'État israélien, l'État palestinien. On est totalement contre les nouveaux plans du siècle, comme on dit, de M. Trump, qui est vraiment un danger pour la stabilité régionale. Et nous, on est favorable aux résolutions des Nations Unies en faveur des deux États qui puissent vivre en paix. On a toujours travaillé pour la paix au Moyen-Orient, modestement, en tant qu'acteur de la communauté internationale et membre des Nations Unies. Il y a une ambassade de l'État palestinien à Cuba. Les doyens actuels du corps diplomatique à La Havane et l'ambassadeur de Palestine. On a formé des Palestiniens à Cuba dans nos universités avec des bourses de l'État cubain, des jeunes qui sont venus étudier à Cuba pour devenir médecins, professeurs, ingénieurs, etc. C'est notre contribution à leur développement. Un des deux pays du monde avec lesquels on n'a pas de relations diplomatiques, c'est Israël. Parce qu'ils n'ont jamais accepté notre positionnement sur la question palestinienne. Le 7 novembre passé, nous avons présenté une fois encore la résolution à l'Assemblée générale des Nations unies qui demande la fin du blocus économique, commercial et financier des États-Unis contre Cuba. 187 pays, 187 États membres des Nations unies ont voté en faveur de notre résolution. Il y a eu seulement 3 votes contre. Les États-Unis, évidemment. Même si Obama, pendant la période d'Obama, ils se sont abstenus une fois. L'Israël, qui suit toujours la position américaine sur ces questions-là, et M. Bolsonaro, qui avait changé sa position et qui avait voté pour la première fois de l'histoire du Brésil contre ces résolutions. Dommage. Hein? Mais pour nous,
maintenir la même politique. On est pour la paix au Moyen-Orient en reconnaissant les droits du peuple palestinien à avoir son propre État, son territoire, son indépendance et sa souveraineté. La Syrie. La Syrie. Pour la Syrie, vous savez, nous avons appris une expérience. Les politiques d'ingérence et d'intervention ont échoué. Quand on voit aujourd'hui la situation en Afghanistan, en Libye, dans beaucoup d'autres pays, en Somalie, qu'est-ce que ça a donné la politique d'intervention militaire? Même si on ne partageait pas les idées ou les méthodes des dirigeants de l'époque, hein, c'est autre chose. La vraie question, c'est est-ce que le monde aujourd'hui est moins ou plus stable qu'avant? Est-ce que ces pays-là sont plus ou moins stables qu'avant? Alors, je crois qu'en Syrie, ce qu'il faut, c'est laisser les Syriens arriver à une vraie paix entre eux. Il y a tellement d'influences étrangères en Syrie, actuellement, d'acteurs de partout. On les voit, hein, tous les jours, les nouvelles, qui compliquent beaucoup les scénarios. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes du monde. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes du monde. Il n'y a pas de solution, sans doute, par la voie militaire, par la voie de la guerre. On maintient toujours notre ambassade en Syrie. On maintient aussi des relations normales avec les gouvernements syriens. Et ce qu'on souhaite pour ces pays-là, pour ces peuples, c'est la paix. Alors, ma question porte vraiment plus sur l'Amérique latine. Alors, suite au virage à droite de plusieurs pays en Amérique du Sud essentiellement, je pense au Brésil avec Bolsonaro, je pense aussi au changement en Bolivie, et donc Cuba qui retire aussi des médecins qui étaient sur place parce que les gouvernements, notamment au Brésil, disent voilà, on ne veut plus de médecins cubains. Suite aussi à certains pays qui se retirent de l'ALBA, qui était un projet très intéressant pour l'Amérique latine. Est-ce que Cuba se retrouve plus isolé justement dans cette politique sud-américaine qui tourne progressivement vraiment plus à droite? Et pour nous, évidemment, la situation aujourd'hui n'est pas la même. Il y a eu, à un moment donné, pendant les années 2000, après, on a fait, par exemple, à La Havane, en janvier 2014, les sommets des chefs d'État et de gouvernement de la CELAC, la communauté des États de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et là, on a signé une déclaration politique entre tous les chefs d'État de la région d'avant-garde, dans laquelle, entre autres choses, on reconnaissait les droits de chaque pays à déterminer son propre système et modèle de développement économique, social et politique. Et on a renforcé la volonté de coopération régionale entre les 33 États de l'Amérique latine et des Caraïbes. Depuis lors, les choses ont beaucoup changé. Bon, dans le monde, il y a des cycles politiques. Aujourd'hui, comme vous dites, en Amérique latine, il y a une tendance à l'arrivée des gouvernements de droite ou d'extrême droite dans certains pays. Le Brésil, c'est un exemple. Et nous, on a vraiment à ce moment-là une relation très très basse avec le Brésil. On garde nos ambassades. On a un chargé d'affaires à Brasilia. On maintient nos ambassades, mais vraiment la relation est à très bas niveau. Il n'y a pas vraiment un dialogue politique parce qu'on a beaucoup de différences avec les gouvernements brésiliens. Avec d'autres pays, même avec lesquels on a des différences importantes, on maintient un dialogue, une relation qui essaye d'être civilisée, en marquant toujours les points de divergence. On ne partage pas les positionnements de certains pays de l'Amérique latine qui accompagnent la politique américaine de soutien à des processus de coup d'État comme en Bolivie, ou qui accompagnent aussi la politique américaine contre les gouvernements vénézuéliens. On est tout à fait contre cela. Et on est en faveur
en faveur d'un autre positionnement international qui puisse accompagner des processus de vrais dialogues afin de chercher des solutions à l'intérieur des pays dans des situations de conflits actuellement. Vous savez, dans l'histoire, il y a des cycles, hein, partout, en Amérique latine, en Europe aussi. Nous sommes toujours optimistes, parce que la vraie question, c'est quel va être le résultat de ces périodes dans ces pays-là. On verra quel va être le bilan de M. Bolsonaro au Brésil. Et on verra qu'est-ce qui va venir après. Bon, on l'a vu en Argentine, hein, avec M. Macri. Comme ça, il y a des cycles. Et nous, on est toujours optimistes sur une meilleure situation au niveau régional qui puisse permettre à tous les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes de travailler ensemble sur les questions d'intérêt commun. La paix, la sécurité, le développement, la coopération régionale. C'est ça ce que nous souhaitons. Sur la base du même principe, l'unité dans la diversité. Et sans doute, un jour, il y aura de meilleures conditions pour avancer avec ces objectifs-là. Monsieur l'ambassadeur, je crois qu'on va prendre une dernière question, parce que l'heure se fait tard. Bonsoir, je vais tenter d'être brève. Je voulais juste revenir sur un point qui est souvent revenu, donc le multilatéralisme. Vous avez beaucoup parlé du fait qu'il fallait donc lutter pour préserver ce multilatéralisme, mais dans un cadre où on n'a pas de consensus international, où on n'arrivera pas à avoir de consensus international, est-ce plus une idéologie vers laquelle tendre, ou est-ce un vrai projet à mettre en œuvre? Merci. La vraie question est, quel est le choix? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pour résoudre les problèmes de ce monde, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne travaille pas entre tous? Est-ce qu'on peut se permettre qu'un pays impose les solutions souhaitées par eux au reste du monde? Est-ce qu'on peut se permettre qu'un pays comme les États-Unis ou un président décide quoi faire partout dans le monde? Établir des guerres commerciales contre telle région, ou tel pays, ou telle communauté d'États? Le changement climatique est un vrai défi pour le monde. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas travailler au niveau multilatéral sur ces questions-là? Comment on va résoudre ces problèmes? Comment on va faire face à ces problèmes? Il n'y a pas d'autre choix. C'est vrai que c'est complexe, mais au niveau des relations internationales, il n'y a pas d'autre solution. Il faut travailler pour que les États soient capables de coopérer, de dialoguer et de chercher des solutions conjointes. Il n'y a pas d'autre solution. On ne voit pas d'autre chemin. Dans l'histoire du monde, il y a eu des périodes dans lesquelles, à un moment donné, s'est imposée l'idée de l'unilatéralisme. On le voit aujourd'hui. Est-ce que ça va durer? Je ne crois pas. Ça ne peut pas durer. Il doit s'imposer un sentiment différent, une volonté différente d'être capable de travailler avec d'autres pour des solutions, des défis communs. Sinon, on va tous souffrir les conséquences. Alors, il n'y a pas d'autre moyen, d'autre choix. Il faut continuer à travailler pour peu à peu créer les conditions pour renforcer le système multilatéral. Au niveau régional et au niveau international. Nous sommes défenseurs de la démocratisation des Nations Unies. Parce que c'est vrai qu'il faut adapter. On n'est pas en 1945. Il faut adapter aussi le fonctionnement des Nations Unies pour que soit plus efficace. Nous défendons les droits au élargissement du Conseil de sécurité. Pourquoi maintenir ces mêmes représentations qui datent du siècle passé, de la post-guerre? Nous sommes défenseurs d'un rôle plus important pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce qu'on est idéaliste? Peut-être. Mais c'est le seul moyen de continuer à avancer. Il faut pousser
On espère que les grands problèmes du monde ne tombent pas sur nous avant qu'on soit capable ensemble de trouver des solutions. Alors, en tant que diplomate, futur diplomate, il faut travailler sur cela. Il n'y a pas, ça c'est sûr, il n'y a pas un avenir pour le monde sans un multilatéralisme efficace. Il faut travailler, il faut défendre ça. Voilà.